Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau lecture du mois. Oui, j'ai renommé le nom de l'émission parce que je trouvais que c'était plus pertinent. En plus, achat, ça fait un peu genre presque que j'ai acheté et pas vous. Même si c'est un petit peu le cas, mais voilà, je trouvais que le nom était un peu agressif, un peu méchant, alors que lecture, ça sonne un peu plus mignon, un peu plus gentil. Regardez ce que j'ai lu. Allez, je partage avec vous. Ça fait plus le partage, plus que la convoitise. Donc voilà, c'était une introduction qui ne servait à rien. Donc dans cette première partie qui concerne les mangas que j'ai achetés pour la première moitié du mois de juin, donc cette vidéo va sortir un petit peu après la moitié, mais voilà, c'est pas grave. Donc j'ai lu un peu moins d'une dizaine de mangas pour l'instant, beaucoup de Kurokawa. En même temps, c'est un éditeur qui sort pas mal de bonnes choses et des choses que j'apprécie, donc c'est normal que tous les mois, il y ait souvent du Kurokawa. Parce que ben ils font de la bonne cam. Et donc voilà, c'est normal que j'ai de la bonne cam, parce que j'ai donc bon goût. Donc voilà, sur ce, après cette introduction qui était peut-être un petit peu trop longue, on va causer de Kurokawa. On commence avec le troisième tome de la saison 5 de Hippo, à savoir le tome 91. On s'approche tout doucement mais sûrement du tome 100. J'espère que pour la sortie du tome 100 en France, Kurokawa va faire une bonne chose, hein, j'espère. Franchement, même si c'est juste un truc de merde, une couverture réversible, je sais pas, un badge, un pins, un porte-clés, un truc pour marquer les esprits. On est au tome 100. Voilà, faut marquer un truc. Bon, voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on a dans ce tome 3 ou 91, hein, selon les goûts. Donc, c'est un tome entièrement consacré au combat entre Hippo et Wally. Wally qui est, si je dis pas de conneries, si je me trompe pas, le champion indonésien. Donc, qui est devenu champion de son pays au bout de 3 combats. Et clairement, bah, il ne démérite pas ce titre de champion et du fait que ça soit un génie qui a acquis son titre au bout de 3 matchs. Et ouais, le match est vraiment cool, il est toujours pas fini. Il a commencé à la fin du tome 2, il va sûrement se terminer au début du tome 4. Et ouais, il est hyper ouf. Et pour l'instant, des 3 matchs qu'on a eu pour Hippo, donc qui était face aux 3 champions de 3 pays de l'OPBF, ouais, Wally, c'est clairement au level. Hein. Là, j'ai beaucoup kiffé. Le personnage, en plus, c'est pas un personnage qui dégage de la méchanceté, Wally. Parce que je trouvais que le magicien et le mec plein de cicatrices, ils avaient un petit côté, je envie de dire, putain, mais ferme ta gueule, nique-le. Là, il est mignon, on dirait un héros de shonen, t'as envie de dire, gagne, petit, gagne, t'as 18 ans, tu peux gagner contre le grand champion. Là, c'est une dualité, mais franchement, j'aime beaucoup Wally, et ouais, j'ai hâte. Je l'ai dit aussi, ça c'est un autre truc. Quand on va arriver à ça, si un jour l'animé rattrape le manga et qu'on arrive là, putain, mais on va tellement kiffer parce que je dis ça en n'ayant pas lu les scans, mais j'ai beaucoup d'amis qui disent des scans, ils disent putain, mais on est tellement pas prêt quand ça va sortir en animé ça. Et je dis putain, mais attends, je dis ça, je suis au top 90 et eux ils sont 20-30 tomes plus loin. Donc je suis en train de me dire, mais c'est tellement la folie après, je peux pas le concevoir. Donc bon, on verra par la suite avec les prochains tomes qui vont sortir tous les mois, comme d'habitude quoi. Pokémon Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude, tome 2, donc c'est le deuxième tome et dernier tome de l'arc Rouge-Feu, Vert-Feuille. Donc un tome avec pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo, pas mal de scènes qui font putain, mais c'est juste ouf, les combats, les émotions, les révélations. Waouh, le tome m'a fait vivre pas mal de choses, il était quand même assez oufissime. Et bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas lu les scans, je suis au courant de 2-3 trucs, mais très clairement, après avoir fini ce tome, donc qui est la fin de l'arc Rouge-Feu Vert-Feuille, je comprends encore plus l'idée qu'a fait Kurokawa de faire les deux arcs Rouge-Feu Vert-Feuille Émeraude en une seule série, enfin une seule vente, enfin les publier l'un après l'autre, parce que vu comment se finit l'arc Rouge-Feu Vert-Feuille, on nous aurait dit ah dans un an pour la suite, je les aurais insultés dans toutes les langues possibles et imaginables, hein, parce que ce cliffhanger c'est digne du cliffhanger de Noir et Blanc plutôt. Parce que ceux qui ont vu Noir et Blanc, vous savez de quoi je parle. J'attends la suite. Je pense qu'on va avoir la résolution de Noir et Blanc dans Noir de Blanc 2, et bah, la résolution de Rouge Feu Vert Feu, ça sera dans Émeraude. Surtout que, en parlant d'Émeraude, ben, vers la fin du tome, il nous tease un petit peu l'arrivée d'Émeraude, parce que à un moment donné, je crois que c'est Régis, enfin, bleu, bleu ou vert, non c'est bleu, qui dit oui, vous savez, moi j'ai un Pokédex, enfin rouge a un Pokédex, bleu, vert a un Pokédex.
ils en donnent un jaune, ils disent oui, il a un Pokédex. À Johto, il y en a 3 qui ont eu des Pokédex, donc or, argent, cristal. Et à ce qui paraît, à Owen, il y en a 2 qui ont eu un Pokédex, mais il en reste un 3ème. Et donc, par ce 3ème Pokédex qui a été donné, en plus, ils disent qu'ils l'ont donné à quelqu'un, on sait pas qui, bah c'est Émeraude. Donc, déjà, on a le gros tease de le prochain arc Émeraude. Et, comme je l'ai dit, vu comment se finit Rouge Vert Feuille, oh putain, je l'attends, voilà, dans 2 mois, on a la suite. Et pour vous dire, j'ai une chose, à la fin du tome, il y a un petit livret qui est fourni avec. Trouvez-le, Kurokawa l'a sorti en version numérique. Prenez plutôt celui-là, déjà il est en couleur. Et surtout qu'il y a plein de petites informations en plus. Ils ont enlevé les pages sur Kent, enfin sur l'arc rouge, bleu, jaune et or argent. C'est sympa. Et surtout, ben, quand tu vois les dates, tu te dis mais attends, là en août on va avoir le tome 3 et en octobre on va avoir le tome 4. Donc ça veut dire qu'en octobre, tout ce qui est au niveau de la grande aventure de Pokémon, c'est fini, on n'a plus de tome. Parce que X et Y c'est fini, Rouge, Vert, Feu et Émeraude, ça sera fini. Je sens qu'on va avoir courant fin août, début septembre, des annonces pour nous dire on va sortir ça, on va sortir ça. Donc, voilà. Je lance ça comme ça, mais je sens qu'on va avoir des annonces pour un prochain arc Pokémon la grande aventure. Donc, soit, bah, on va avoir Cœur d'or, arme d'argent. Honnêtement, 2 tomes, ça va aller très vite, je l'attends pas spécialement. On pourrait avoir Noir 2, Blanc 2, mais il a à peine commencé, donc ça sert à rien. On pourrait avoir Soleil et Lune, mais je crois qu'il a à peine commencé au Japon, donc ça sert encore à rien. Rosa, il est fini, mais 2 tomes. Au pire, ils nous sortent un gros pack Cœur de rame d'argent, Rosa. Voilà. J'aimerais bien plutôt qu'on ait Diamant, Perle, Platine. Le dernier gros arc, franchement, l'arc vraiment colossal, le dernier voilà, le gros pavé qui reste à sortir. Une fois qu'on a ça, c'est bon, on a quasiment toute la grande aventure qui est disponible. Il reste 2-3 petits arcs qui font 2-3 tomes, mais globalement, en France, on aura tout. Donc, j'attends avec impatience fin août, début septembre pour voir une annonce Pokémon La Grande Aventure. Dites-moi, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez, mais moi, en tout cas, c'est celui-là, c'est cet arc-là que j'attends. Senseiya Senkiasho, tome 9. Alors, bizarrement, c'est le seul tome, en tout cas, c'est le premier tome de la série, sans Choco. Choco est quasiment pas présente dans le tome. On la voit à la dernière page du tome. Et donc, c'est un petit peu déstabilisant de ne pas avoir le personnage principal dans tout le tome. Mais ça permet de développer un petit peu les autres personnages. Donc il y a Mito, c'est celle qui est la déesse, pas la déesse, la Sentia d'Orion, si je dis pas de conneries, donc qui a une relation un petit peu ambiguë avec le cancer. C'est un petit peu je t'aime, je te déteste. On va voir par la suite comment ça va s'accentuer, ça va s'accélérer, tout ça. On a aussi Katia, donc, qui est celle de l'Aurore Boréale, si je dis pas de conneries, donc qui apporte elle pas mal de profondeur au niveau de Saga. Et ça, moi j'aime beaucoup ce personnage de Saga, dans Senseiya, dans toutes les œuvres qu'on a eues dans Senseiya. Franchement, je trouve qu'il a un très bon traitement, et là encore, le traitement est vraiment très intéressant, parce que ça montre un personnage qui est vraiment encore dans sa dualité, donc le fait qu'il veut tuer Athéna, mais en même temps il a besoin d'Athéna, parce que s'il a besoin d'Athéna, c'est pour mourir. Et donc, tout ça, c'est vraiment toujours aussi cool. Et on a aussi Xiaoling vers la fin du tome, donc qui est le personnage Sentia du Petit Ours, si je dis pas de conneries, donc asiatique, chinoise, qui va rencontrer une de ses anciennes amies, donc on va encore avoir du développement sur ce personnage-là. C'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir un peu plus de personnalité au personnage, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il était assez limité. Xiaoling, c'était juste la chinoise qui fait des arts martiaux. Point. Donc j'ai hâte de voir la suite, surtout que Xiaoling, là, il a l'air d'avoir un petit arc sur elle, donc ça a l'air intéressant. Surtout Xiaoling, ça me fait beaucoup penser à Shenrai, donc la copine de Shiryu, donc vous savez, la loi de l'enfant unique, il y a beaucoup de blagues là-dessus, sur le fait que si Shenrai a été abandonnée quand elle était gamine, c'est à cause de la loi de l'enfant unique en Chine. Je vous laisse chercher sur internet pour savoir ce que c'est. Vous allez voir, vous allez bien marrer. One Punch Man, tome 7. Donc, dans ce tome, on finit le combat entre Boros et Saitama, et donc on finit aussi l'arc des envahisseurs de l'espace. Ce qui veut dire qu'avec ce 7ème tome, on a enfin dépassé l'animé. Enfin, on a enfin rattrapé l'animé. Donc, le tome 7 correspond donc à la fin de l'épisode 12. Ce qui veut dire que le tome 8, qui va sortir dans quelques mois, va correspondre à ce qui n'est pas encore été animé dans l'animé. Enfin, ce qui a été mis dans l'animé. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'inédit pour ceux qui ne lisent pas les scans et qui n'ont vu que l'animé. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore commencé les tomes One Punch Man, vous n'avez vu que l'animé, ben je vous invite à déjà les acheter parce que c'est très bien, et surtout acheter le tome 8 parce que vous allez découvrir de la nouveauté. C'est des trucs qu'on n'a pas encore vus pour ceux qui n'ont pas vu l'animé. Pour avoir lu les scans, je vous préviens, l'arc qui arrive, il n'est pas fini encore au Japon. Il est encore en prépublication au Japon, là, l'auteur n'a pas fini l'arc. Il est très très long.
Et il est oufissime. Et je pense que quand on va voir la saison 2 de One Punch Man, il va carrément correspondre à tout cet arc, tellement il est long. Franchement, l'arc qui arrive, je ne donne même pas le titre parce que ça peut vous spoil les événements qui vont arriver. Il est très long, il est même pas, comme je dis, il est pas encore fini. Au Japon, ils sont au tome 12 ou 14 à peu près, donc ce qui veut dire que le prochain arc est quasiment aussi long que tout ce qu'il y a eu avant. Donc ça ne m'étonnerait pas que quand il y aura une saison 2, ça correspondra à quand Yusuke Murata aura fini tout cet arc-là en manga. Donc à voir par la suite. Sukedachi 9, tome 5, et donc qui est le dernier tome de Sukedachi 9. Et honnêtement, cette fin s'est faite dans la douleur. C'est pas mauvais, mais très clairement, ça se sent, ça se voit que l'auteur n'avait pas eu le temps de faire toutes ses idées. Il a rushé la fin, ça se sent que les ventes, elles ont fait ça pendant les 5 tomes, elles ont fait que ça. Il a dû vendre de moins en moins, il faudrait que je vérifie sur internet pour voir les taux de vente, mais je pense qu'ils ont fait que ça pendant toute la durée de la publication. Et donc au bout d'un moment, il dit Coco, dépêche, il te reste plus que 5 chapitres, tu conclus ton histoire. Il dit mais attendez, je voulais faire ça, tu te démerdes, tu fais ça en 5 chapitres, tu te démerdes. Ouais, ça se sent vraiment que c'est rushé, que c'est expédié, des trucs qui sortent de nulle part, des révélations qui sortent de pétaouchnok, et des personnages qui sont développés à la Zub, ou pas du tout développés, parce que par exemple le mec au masque, son développement c'est expédié d'un coup, c'est genre ah ça, ah d'accord, ok. Le vieux, le gros, les Sukedachi, on sait rien d'eux. Qui d'autre? Voilà, il y a plein d'autres personnages, franchement je vais pas tous les lister, mais on sait quasiment rien d'eux. Je pensais vraiment qu'on allait avoir quasiment un tome par personnage, on allait prendre sa personnalité, son passé, pourquoi il veut devenir Sukedachi. On sait rien pour la plupart. Alors, ce tome-là, je dis pas que c'est mauvais, parce que franchement, j'aimais bien les thématiques, j'aimais bien l'histoire, mais la fin, on sent qu'il a pas pu faire la fin qu'il voulait. Et contrairement à Crimson Wolf, je préfère encore ça que Crimson Wolf. Crimson Wolf, c'était vraiment nul à chier. J'aime beaucoup Seiji Kishimoto, il fait des bons univers, il dessine super bien, mais j'ai l'impression que, au Japon, il a pas la popularité qu'il mérite, hein. Franchement, il reste dans l'ombre de son frère, donc Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, et c'est vraiment très dommage, parce que il a des putains d'univers, mais j'ai l'impression que les Japonais, ils aiment pas. Et c'est vraiment dommage. J'attends avec impatience sa prochaine série, j'espère que il aura la popularité qu'avait Satan 666, ou même Blazer Drive, parce que moi je l'aime bien cet auteur, et ça me fait mal au cul qu'après 5 tomes, j'ai une fin aussi naze. Là, c'était nul. Je suis déçu. Là, je suis vraiment très déçu. Et pourtant, ça démarrait super bien. Mais j'avais même un petit peu peur quand je savais qu'avec 5 tomes, je dis ouh, je sens que la série, elle va se finir sur un gros rush. Et j'avais raison. Et franchement, ça me fait vraiment mal au cul. Là, je suis trop déçu. Les Nuits d'Askehir, tome 2, dont j'avais parlé du premier tome dans un manga à chaud, en disant que ce qui manquait, moi je trouve, à la série, c'était un petit peu le côté religion, parce que Akata avait dit bouffe, danse et religion. Ouais, j'avais vu la bouffe, j'ai eu la danse, mais j'ai pas eu la religion. Dans ce tome, un peu plus la religion, donc on a un petit peu ces points, même si la religion a un peu plus d'importance par rapport à la bouffe et la danse qui sont un peu mieux en retrait, en même temps c'est pour mieux l'introduire. Si on laisse autant d'importance à la bouffe et la danse et qu'on met un petit peu de religion, finalement le côté religion, on s'en fout. Là il y a un peu plus d'importance, on découvre un petit peu les préceptes, les façons de faire, tout ça, bon, comme le personnage ne connaît rien de l'islam à découvrir, moi-même je ne connais rien donc je découvre des choses, et c'est toujours aussi rafraîchissant, aussi exotique de découvrir ça, parce que ça vaut pas très loin de la France, la Turquie, je connais que dalle de leur culture. Je vais pas le cacher, je connais que dalle. Je connais un petit peu l'islam parce que j'ai des potes qui sont musulmans, mais voilà, je suis clairement un gros néophyte. Tout ce que je connais de la bouffe, c'est les kebabs, voilà. je vous dis, je suis très limité. Et non, ce tome, c'est vraiment bien, ça permet de découvrir un peu plus de choses, de s'ouvrir au reste du monde, parce que voilà, c'est ça aussi un petit peu la bande dessinée, c'est permettre de découvrir d'autres choses, c'est pas que regarder des Dragon Ball, One Piece, Naruto, voilà, ça, faut aussi s'ouvrir à autre chose, les gens, des fois, hein, faut pas rester renfermé là-dessus. Donc voilà, je ferme ma parenthèse à ce niveau-là. Sinon, j'ai bugué. À la fin du tome, je m'attendais pas à ça. Alors, en y repensant, je dirais, c'est vrai que c'était un petit peu... Ça se voyait venir, mais j'y croyais pas du tout. Alors, ma supposition, c'est qu'il pose plus des questions à la copine de l'héroïne, plutôt que sortir avec sa copine. Parce que putain, s'il nous fait un genre de « Ah, t'as pas dit que tu m'aimais, j'en ai marre de toi. Putain mec, t'es un fragile. Clairement, si c'est ça,
Ah, le mec, c'est un gros fragile. Non, je pense vraiment qu'il pose des questions. Il dit, mais pourquoi elle m'a pas dit ça? Je comprends pas. Je l'aimais bien et c'est un feeling entre nous. Pourquoi elle m'a pas répondu? Je pense que ça va plutôt être ça les gros bails. Parce que si l'auteur on fait un délire qu'en fait il a viré de bord le personnage masculin principal, moyen. Là, franchement, très moyen. Même. Golden Kamuy, tome 6. Donc un tome avec le personnage d'Ushiyama en couverture. Ushiyama qui, depuis son apparition dans le tome 3, 4, peut-être 5, je sais plus, il a fait une très forte impression parce que c'est comme un judoka qui est censé être invincible, qui s'entraîne tous les jours, c'est une force de la nature. On voit des planches, bon, c'est plus des illustrations de début de chapitre, où tu le vois enchaîner de ouf, qu'il a déboulé partout, tu te dis mais c'est quoi ce Hulk Hogan en puissance? Et dans ce tome, ben, il y a un affrontement entre lui et notre héros, et c'est tout en puissance, tout en démolition, on a l'impression de revoir un Thor versus Hulk dans Avenger, tellement c'est bourrin, tellement c'est puissant. Ouais, j'ai hâte de voir un prochain affrontement, un vrai affrontement, une fois que maintenant que les personnages savent qui ils sont l'un de l'autre, ça va être très puissant. En plus, bah, je trouve que ce personnage-là est pas hyper méchant, c'est juste, bah, il est avec le groupe des, on va dire, des antagonistes, il fait pas vraiment méchant, parce qu'il dit des blagues, il est tout gentil, et avant de connaître le héros, bah, tu dis merde, limite j'ai l'impression qu'ils vont devenir alliés dans quelques temps, si ça continue. Après ça, bon, on a des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux prisonniers qui sont introduits dans ce tome. J'aime beaucoup aussi au début du tome, il y a un petit résumé des personnages des groupes. J'espère que l'auteur va continuer à faire ça au début de chaque tome, parce que au bout d'un moment, tu perds un petit peu qui est qui allie avec qui est dans quel groupe de qui, parce que il y a l'air d'avoir quand même déjà pas mal de groupes qui se forment pour trouver le trésor des Ainu, et si on sait plus qui est avec qui, ça va vite devenir le bordel. Et j'ai pas envie que ça devienne le bordel dans ma tête. Inomaru Sumo, tome 6. Alors le tome 5 s'est terminé par l'entraînement de Inomaru dans un dojo de sumo toka, de sumo professionnel, je sais pas comment, c'est comme s'il y a un nom comme judoka ou moi je dirais sumo, je dis sumo. Et donc ce tome il est assez marrant, un petit peu grisant parce que tu vois un Inomaru un petit peu intimidé, un petit peu genre face à ses senpai, il est genre il sait oh mais qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois il est tout timide. Alors que au début, dans les 5 tomes, on l'a vu comme hyper sûr de lui, hyper effrayant, en disant tu fais ça, sinon je te casse la gueule. Là, il est plus est-ce que je peux vous aider à faire ça? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Il est tout tremblote, il a un petit peu de rougissement, c'est tout mignon, c'est marrant de le voir comme ça. En plus, comme il est plus petit que les autres, t'as vraiment ce côté, bah, il fait encore plus petit, comme il rentre les têtes dans les épaules, c'est assez marrant de voir ça. À part ça, on a le début du tournoi pour élire le champion régional, je crois, c'est celui du département de la région. Et donc, on va voir le fameux combat entre l'équipe d'Inomaru et le lycée Ishiyama, donc c'est celui des délinquants. Et déjà, le premier combat, tu te dis, ok, ça commence déjà avec du lourd, et c'est le premier combat. C'est le truc le plus osef, déjà, le premier combat, c'est le combat un petit peu qui tombe à les couilles. Mais, ce qu'il y a par la suite, tu te dis, ok, ça va. Honnêtement, les annonces des combats, tu te dis, putain, ça va être que des match-up pas défavorable ni favorable, mais c'est juste des match-up parfaits. C'est genre le kicker contre le kicker, le sabreur contre le sabreur, le Luffy contre le Luffy. Toi, c'est pour vous faire un petit peu le parallèle avec One Piece. Voilà, c'est genre Jabura contre Sanji kicker, Kako contre Zoro, les épéistes, le boss contre le boss. Très clairement, j'ai hâte de voir le tome 7 parce qu'on va avoir des combats de fifou. Et pour finir, je vais parler d'un manga que j'ai pas encore fini de lire, c'est le deuxième tome de Ghost in the Shell. Donc c'est toujours aussi épais que le premier tome, toujours le même format, toujours le même prix. Et honnêtement, je pensais pas que ça coûterait aussi peu cher, parce que quand je vois, je suis à la moitié du tome, quand je vois le niveau de la qualité de ce qu'il y a dedans, pour vous donner un exemple, que je fasse ça, ce que je tiens entre les doigts, c'est des pages blanches dans le manga. Tout le reste, là, ce que vous voyez là et là, c'est des pages en couleur. Entièrement en couleur. Et encore là-dedans, il y a des pages en couleur aussi un peu dedans. La moitié du tome, c'est de la couleur. Pour le même prix que le précédent, il y avait de la couleur aussi, mais je pense pas qu'il y en avait autant que là dans celui-là. Sinon, bah, sur le tome, bah, je trouve qu'il y a un peu moins d'explications que dans le tome 1, ce qui est pas pour me déplaire, parce que le tome 1, au bout d'un moment, c'était un petit peu indigeste. Même si tu le relis après avoir fini le tome, tu te dis, il y a beaucoup d'explications, au bout d'un moment, ça devient un peu relou. Là, je trouve qu'il y en a un peu moins, et c'est vraiment cool. Une autre chose, j'aime pas trop, alors c'est au début du tome, il y a des personnages en 3D, qui sont une sorte de
des IA, je crois, je sais plus trop. J'ai pas tout comprendu à ce tome, très clairement, il faudrait que je le relise une deuxième fois pour mieux comprendre. Donc il y avait des personnages en 3D qui parlent avec un personnage, je parle pas tout, ils sont dégueulasses. Très clairement, pourquoi mettre des personnages en 3D aussi moches? Bon, je pense qu'à l'époque, ils ont dit ah, c'est une révolution. Aujourd'hui, c'est vraiment très très moche. Bon, après, c'est pas la faute de l'auteur, hein, ce truc qui a plus de 20 ans maintenant. Mais sinon, bah, dans l'ensemble, j'attends le tome 3, j'aurai la collection complète des Ghost in the Shell, parce que c'est vraiment, voilà, comme je dis, Ghost in the Shell, c'est un des piliers du genre SF, steampunk japonais. Hein. Gum, tu lis ça, tu lis Gum, tu lis Cobra, bon, Cobra c'est du space opéra, tu lis Albator, quoi d'autre putain, il y en a une cinquième série, chaque fois je me dis c'est la cinquième série, faut jamais que je l'oublie. Donc ouais, bon, il y a tout ce qu'a fait, bon, Masamune Shiro, donc il y a ça, il y a Appleseed, il y a Akira, il y a Gum, Cobra, très clairement, et le Matsumoto. Voilà, vous lisez ces 5 trucs-là, déjà au niveau SF au Japon, vous êtes déjà bon level pour moi. Là, vous pouvez parler avec moi, au niveau SF japonais, parce que vous avez vraiment vu les gros bails. Mais ça, c'est vrai qu'au niveau steampunk, SF, c'est quand même un très très gros bail. Et j'ai hâte d'avoir le coffret collector de Ghost in the Shell. Alors c'est Standalone Complex, animé, va sortir fin août je crois, début septembre. Le coffret ultime des 2 saisons, donc 52 épisodes de Ghost in the Shell Standalone Complex pour 150 euros. Très clairement, je fais une vidéo là-dessus. Je l'achète, je fais une vidéo là-dessus. J'attends, j'ai quasiment tous les DVD, Blu-ray d'animé de Ghost in the Shell. Il m'en manque peut-être 2. Il manque 2 films, je crois. Sinon, j'ai tous les Erase, comment ça s'appelle les 5 films là qui font préquel. J'ai plus le. Ça me revient plus. Je les ai dans ma chambre. Il faut que je les retrouve. Ouais, voilà. Mais un de ces 4, il faut vraiment que je me revoie tout ça. Faut que je m'en lise vraiment tout ça. Que je me remate tous les séries, films, OAV. Et je fais une grosse vidéo là-dessus. Voilà, mais voilà. Je fais un tease, mais très clairement, Ghost in the Shell, c'est du très très bon à lire. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures. Bon, il y en a un truc que je n'ai pas encore fini de lire, mais voilà, ça reste toujours du très bon, tout ce que j'aime. Voilà, vous connaissez un peu mes goûts, au bout d'un moment, ça revient toutes les semaines, ou bien tous les mois, c'est quasiment les mêmes trucs qui reviennent, parce que bah, on a un tome tous les mois, tous les 2 mois qui sort, donc voilà, ça se suit, ça se ressemble. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première partie des lectures du mois. Donc je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animations et à vous éclater en regardant. Allez, ciao tout le monde!